funérailles de ma femme, je suis resté silencieux. Je me tenais là, dans mon manteau noir, à écouter les discours creux, à écouter mon fils murmurer à sa femme que maintenant, tout serait à lui. Je n'ai pas dit un mot. Personne ne savait que 3 ans avant sa mort, nous avions acheté une 2e maison, à mon nom. Personne ne savait qu'elle m'avait laissé un compte auquel il ne pourrait jamais toucher. Une semaine après l'enterrement, mon fils m'a dit « Fais tes valises, la maison est vendue ». J'ai simplement hoché la tête, parce que mes valises, je les avais déjà faites, mais pas pour aller là où il pensait. Si cette histoire a touché votre âme, cliquez sur « S'abonner » et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Je suis vraiment curieux de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Richard Hargraves. J'avais 72 ans quand j'ai enterré ma femme, Mary. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été pompier à Flagstaff, en Arizona, un métier qui m'a donné une routine, une discipline et le sens du devoir le plus clair que j'ai jamais connu. Mais même après ma retraite, j'ai gardé mes matinées vives et précoces. J'aimais me lever avec le soleil, préparer un café assez fort pour y faire tenir une cuillère, et m'asseoir sur le porche arrière avant que le monde ne se réveille complètement. C'est là que j'étais assis le matin après les funérailles, dans ma vieille veste en velours côtelé, les mains sentant encore faiblement le cèdre du cercueil que j'avais choisi. L'air avait changé. Pas le temps, pas la température. L'air à l'intérieur de moi. Je respirais toujours, mais ça ne semblait plus servir à grand-chose. Je n'étais pas triste de la manière dont les gens s'y attendaient. Pas de chagrin bruyant, pas de mains tremblantes, pas de larmes sur mes manches de chemise. C'était silencieux, juste un vide, comme si quelqu'un m'avait vidé de l'intérieur avec une pelle et m'avait reposé sur le porche, sans plus rien à l'intérieur. Elle avait été le centre de chaque jour, même les plus ennuyeux, surtout les plus ennuyeux. Nous avons vécu dans la même maison pendant 48 ans, une maison modeste avec un porche qui grinçait dans les coins et une cuisine qui sentait toujours un peu l'huile de citron et la sauce tomate. Mary fredonnait en cuisinant, des chansons que je n'ai jamais reconnues, mais je savais comment elle changeait avec son humeur. Elle a laissé derrière elle 1000 petites choses. Une tasse de thé avec un éclat, un arrosoir cabossé près de la clôture, une pile de lettres que je n'étais jamais censé lire, attachées par un élastique et jaunissant dans le tiroir supérieur de sa table de chevet. Après les funérailles, je suis rentré seul à la maison. Personne ne m'a suivi. Les enfants avaient leurs propres courses à faire, leur propre famille. Personne n'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Ce n'était pas grave. Je ne savais pas ce que j'aurais dit de toute façon. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant près de 10 minutes, fixant un salon qui ne me semblait plus être le mien. Sa couverture était pliée trop soigneusement sur le canapé. Les livres qu'elle avait laissés à moitié lus étaient figés au milieu d'une pensée. Le silence dans cette maison semblait mis en scène, comme le décor d'une pièce de théâtre après la tombée du rideau. J'ai traversé la maison pièce par pièce, sans rien toucher, juste en m'imprégnant de l'atmosphère. Son parfum flottait encore faiblement dans le couloir. Cette petite douceur m'a plus touché que n'importe quel discours à l'église. Ce n'était pas qu'elle était partie, c'était qu'elle était partie si doucement, sans bruit, et que tout avait silencieusement accepté son absence. J'ai essayé de dormir dans notre lit cette première nuit. Je me suis allongé de son côté, là où le matelas s'affaissait encore. J'ai passé ma main sur l'oreiller, puis je m'en suis détourné. Mais le sommeil n'est pas venu. Pas à cause de la douleur, pas à cause des cauchemars,
mais parce que je ne comprenais plus à quoi servait de dormir. Il n'y avait plus de routine, plus de raisons de se lever. Le lendemain, je me suis réveillé avant le lever du soleil par habitude, pas par besoin. Et de nouveau, j'ai fait le café. Je me suis assis dehors et j'ai regardé le ciel passer de la cendre au bleu. Je n'ai pas pleuré. Je ne voulais pas de pitié. Ce que je voulais, c'était quelque chose qui ne pouvait pas être nommé. Un retour, peut-être. Pas seulement d'elle, mais de quelque chose de perdu bien avant sa mort. Les jours nous filaient entre les doigts depuis des années. Elle s'était éteinte lentement, moins de paroles, moins de mouvements, moins d'appétit, et j'avais essayé de combler l'espace avec des corvées, des réparations, de vieux films. Ça n'a pas aidé. Rien n'a aidé. Le téléphone a sonné le deuxième matin. Un voisin offrant ses condoléances. Je l'ai laissé sonner, puis un autre appel de mon fils, Daniel. J'ai fixé son nom sur l'écran et j'ai laissé celui-là aussi. Je n'étais pas prêt pour la conversation. Je n'étais pas prêt à entendre le fracas de son monde se frotter au mien. Il avait toujours été trop rapide, trop bruyant, même enfant, surtout en tant qu'homme. J'ai passé ces premiers jours en silence. J'ai mangé du pain grillé sans beurre, bu du café noir, et je suis resté assis dans le salon comme un fantôme hantant sa propre maison. Je n'ai pas allumé la télé. Je n'ai pas allumé les lumières. Je n'ai pas répondu à la porte quand quelqu'un a frappé. Je n'ai rien écrit dans mon carnet. Juste la date et un mot en dessous, immobile. Il y avait des choses que j'aurais pu faire, des arrangements, des choses juridiques, des décisions à prendre. Mais je ne me suis dirigé vers aucune d'entre elles. Au lieu de cela, j'ai commencé à errer dans le grenier. J'ai ouvert des boîtes que nous n'avions pas touchées depuis des décennies. J'ai trouvé des photos de Mary d'avant notre mariage, riant avec des amis que je n'ai jamais rencontrés, ses cheveux relevés avec de petits peignes en argent. J'ai trouvé une enveloppe qui lui était adressée avec une écriture que je ne reconnaissais pas, postée de San Francisco en 1972. Je ne l'ai pas ouverte. Certaines choses sont destinées à rester inconnues. Mais je l'ai tenue longtemps. La 4e nuit, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé le calendrier. Les jours à venir s'étendaient, vides, comme un champ sans clôture. J'ai commencé à dessiner de petites croix dans les coins. Rien de marqué, juste une façon de prouver que j'étais toujours présent, toujours quelque part. Le deuil n'est pas un feu. C'est la première vraie pensée que j'ai notée. C'est de la fumée. Elle trouve son chemin dans chaque fissure, chaque pli de votre chemise, chaque respiration que vous prenez. Elle ne brûle pas, vous pensez l'avoir échappée, mais elle reste, persiste, s'imprègne dans les murs. Et vous vivez avec, comme vous vivez avec une vieille blessure dans le froid. J'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis après ça. Pas parce que c'était plus facile, mais parce qu'elle ne sentait pas son odeur, parce qu'elle ne la connaissait pas. Elle était neutre, froide, vide, et ça rendait les choses plus simples. J'avais besoin de simplicité. J'avais besoin de murs qui n'attendaient rien de moi. Le 5e matin, j'ai ouvert les stores et j'ai regardé la rue. Les mêmes poubelles, la même boîte aux lettres tordues, le même chien aboyant au loin. Mais tout semblait penché, comme un monde légèrement désaxé. Je n'étais pas sûr si c'était moi ou tout le reste. J'ai versé des céréales et je ne les ai pas finies. Je me suis assis au soleil et je l'ai laissé toucher mes mains. Je me suis demandé combien de temps il faudrait avant que quelqu'un ne remarque que je n'avais répondu à aucun appel. Puis j'ai réalisé, ça n'avait pas d'importance. Ils avaient à leur vie. J'étais juste le vieil homme dans la maison maintenant. Et c'était bien comme ça, pour l'instant.
J'ai fait une liste ce jour-là, des choses que je voulais garder, pas des objets, pas des héritages, juste des moments, la façon dont elle touchait mon épaule quand elle passait derrière moi, le son de ses sandales sur le carrelage, la façon dont elle disait mon nom quand elle était à moitié endormie. Je les ai notés lentement, craignant que les nommer ne les efface d'une manière ou d'une autre. Mais ça semblait important, comme si je construisais un feu à nouveau, non pas de chaleur, mais de mémoire. À la fin de cette semaine, je n'avais presque rien dit à voix haute. Ma voix semblait lointaine, inutilisée, comme un outil rangé dans un garage depuis trop longtemps. Je n'avais pas peur. J'attendais. Pas que quelque chose se passe, mais que le monde s'ajuste autour de l'espace qu'elle avait laissé derrière elle. Et dans cette immobilité, quelque chose en moi a bougé. Pas grand-chose, juste un déclic, comme le tour doux d'une serrure de coffre-fort, quelque chose qui attendait derrière le silence, quelque chose que je ne savais même pas qu'il me restait. J'avais toujours cru qu'une maison pouvait contenir un souvenir, pas seulement dans des photographies ou de vieux meubles, mais dans la forme d'une bosse sur le sol, la façon dont la lumière se déplaçait dans le salon à 5 heures de l'après-midi, ou le léger grincement des escaliers sous un pas familier. Cette maison, ma maison, avait été une compagne silencieuse et stable. Elle avait vu 48 Noëls, 3 générations d'empreintes de mains sur les murs du couloir, et d'innombrables nuits où le seul son était la douce respiration de Mary à côté de moi. Mais après son départ, la maison a changé. Ou peut-être que c'est moi qui ai changé, et que la maison s'est simplement révélée. Ça a commencé lentement. Mon fils Daniel est passé quelques jours après les funérailles. Il avait une clé, bien sûr. J'ai entendu la porte s'ouvrir avant même de me lever de ma chaise. Il n'a pas frappé. Il est entré comme si ça avait toujours été chez lui. Il a amené sa femme, Jenna, et leur fille, Molly. Ils sont arrivés avec des voix qui rebondissaient trop fort sur les murs, avec l'odeur de parfums chers et de fruits synthétiques d'un désodorisant en plastique qu'ils avaient dû coller dans le couloir. Ils ont traversé la maison comme si c'était une salle d'exposition. Jenna a ouvert des tiroirs, a jeté un œil dans les placards, a commenté le papier peint et a froncé les sourcils en voyant les rideaux. Elle disait souvent le mot « moderniser ». Daniel hochait la tête. Ils utilisaient des expressions comme « optimiser l'espace » et « faire entrer plus de lumière ». Ils ne m'ont pas demandé ce que j'en pensais. Ils supposaient que j'acquiescerais. Je n'ai pas acquiescé. Je suis juste resté assis à la table, regardant les lignes entre ce qui était à moi et ce qui était à eux commencer à s'estomper. Jenna a fait son premier vrai pas quand elle a apporté 3 boîtes en carton et les a étiquetées « à donner »,« à jeter » et « à garder ». Elle les a placées dans le salon à côté du piano de Mary, comme si classer le deuil dans des compartiments nets était un acte de gentillesse. Daniel a déplacé mon fauteuil de sa place près de la fenêtre et a dit qu'il serait mieux dans le garage pour l'instant. Ils ont apporté un canapé bas et moderne avec des coussins rigides qui ne laissaient aucune place pour s'enfoncer. Je n'ai pas reconnu le salon une fois qu'ils ont fini. Les bibliothèques ont été vidées, les photos de mariage encadrées remplacées par des impressions génériques de champs de blé doré et de formes abstraites. Ils m'ont offert la chambre d'amis. Ils ont dit que ce serait plus calme là-bas, plus pratique. Mon ancienne chambre, celle que Mary et moi avions partagée, est redevenue la chambre de bébé. Ils envisageaient d'avoir un autre enfant. Jenna a peint les murs d'un vert pastel doux. Mes vêtements ont été déplacés sans mon aide. Ma trousse de rasage a été placée dans un tiroir à côté d'un sèche-cheveux qui n'appartenait à personne que je connaissais. J'ai trouvé ma chemise en flanelle préférée fourrée dans un bac en plastique dans le garage,
à côté d'une pile de baskets usées et d'une lampe cassée. Le dîner n'était plus quelque chose que je préparais. Jenna était abonnée à un service de livraison de repas. De petites boîtes arrivaient avec des instructions codées par couleur et des ingrédients mesurés au gramme près. La cuisine est devenue la sienne. On ne m'a pas dit de ne rien toucher, mais les regards ont suffi. Ma poêle en fonte a disparu. Le porte-épices que Mary aimait aussi. À sa place se trouvait une rangée de contenants élégants et inconnus, étiquetés dans des polices minimalistes. Ils parlaient autour de moi, pas à moi. Jenna demandait à Daniel si la livraison du canapé était prévue, si l'homme à tout faire avait confirmé si le câble allait être mis à niveau. Daniel répondait par des phrases à moitié marmonnées, les yeux sur son téléphone. Molly courait dans le couloir avec une tablette diffusant des dessins animés à plein volume. Je restais assis à la table avec une tasse de café noir et je regardais la famille se dérouler dans une maison que je ne reconnaissais plus. La nuit, j'entendais le bourdonnement de leurs conversations à travers le mur mince de la chambre d'amis. Des rires, la télévision, des téléphones qui sonnent. La maison semblait plus bruyante, plus animée, mais rien de tout cela ne m'incluait. Je suis devenu un élément de décor, comme l'horloge grand-père dans le couloir que personne ne remontait plus. Je restais dans mon coin, me levant tôt et me couchant avant eux. J'ai pris l'habitude de me promener dans le quartier le matin, quand le ciel était encore gris et calme. La boîte aux lettres, autrefois pleine de lettres pour Marie et moi, contenait maintenant des prospectus et des coupons. Rien à mon nom. Pas vraiment. Il y a eu un moment, silencieux, passager, qui m'est resté. J'ai trouvé les gants de jardinage de Mary dans le hangar. Ils étaient mapliés proprement sur une étagère derrière l'engrais. La terre collait encore aux doigts. Je les ai tenus longtemps, debout là, dans la poussière et le soleil. Quand je les ai ramenés à l'intérieur et que je les ai laissés sur le comptoir de la cuisine, je les ai retrouvés plus tard à la poubelle. Aucune explication, aucun commentaire. Juste disparu. Jenna a mentionné un vide-grenier, nonchalamment, en passant. Ça aiderait à désencombrer, a-t-elle dit, mais pas à moi. Je l'ai entendu dire à Daniel qu'elle avait déjà contacté quelqu'un qui pourrait évaluer les antiquités. La table antique de Mary, celle qu'elle avait héritée de sa grand-mère, était couverte de magazines et de tasses à café. Quelqu'un l'avait rayée. Une longue traînée négligente de quelque chose de pointu. Je n'ai rien dit. J'ai passé mon doigt le long de la marque, puis je suis parti. Daniel a commencé à prendre des décisions concernant les services publics. Un matin, j'ai réalisé que le thermostat ne répondait plus. Ils avaient installé un système intelligent contrôlé depuis son téléphone. J'ai demandé le mot de passe du Wi-Fi une fois. Je l'ai griffonné dans mon carnet, mais il a été changé quelques jours plus tard. La télévision ne diffusait que ce qu'ils lançaient depuis leurs appareils. Mes vieux DVD étaient dans une boîte poussiéreuse près de la porte. Non regardés, indésirables. Un soir, ils ont reçu des invités, des amis à eux du côté de Jenna. On ne m'a pas présenté. Je suis resté dans la chambre d'amis lisant un vieux manuel des pompiers. J'ai entendu des rires, des pas, le tintement des verres à vin. À un moment donné, je suis sorti dans le couloir juste pour me dégourdir les jambes et j'ai entendu quelqu'un dire « Oh, c'est son père !» J'ai réalisé qu'ils parlèrent de moi. J'ai réalisé que Jenna m'avait appelé son père pour simplifier les choses, pour effacer Mary. Les jours suivants, j'ai remarqué que des photos encadrées de Mary disparaissaient, pas toutes en même temps, juste une ici, une autre là, remplacées par des photos de la famille de Jenna, de vacances auxquelles je n'avais pas participé. Une plage que je n'avais jamais vue. Un groupe de visages souriants que je ne connaissais pas.
La dernière photo de Mary laissée sur la cheminée était une d'elle avec Daniel, prise il y a des années. Même celle-là a fini par disparaître. J'ai commencé à manger dans le garage, non pas par amertume, mais parce que c'était plus calme. Je gardais une petite bouilloire électrique et un pot de café instantané à côté de ma boîte à outils. J'utilisais une vieille chaise pliante et je tenais une assiette en équilibre sur mes genoux. Il y avait de la dignité dans la solitude, plus que je ne pouvais en trouver dans l'écho de leurs conversations, les bips numériques de leurs appareils, la façon dont ils parlèrent de moi comme si j'étais déjà parti. J'essayais de ne pas compter les jours, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai commencé à marquer de petites lignes dans mon carnet. Non pas par désespoir, mais pour mesurer l'érosion lente et délibérée de la vie que j'avais construite. Elle ne s'est pas effondrée. Elle a été décollée. Bande par bande, sourire par sourire, décision par décision. Jusqu'à ce qu'elle ne soit plus la mienne. Jusqu'à ce que la maison qui avait autrefois contenu ma vie devienne un endroit que j'habitais sans y appartenir. Ils ne l'ont jamais dit à voix haute, mais tout dans leurs actions me racontait la même histoire. J'étais un invité temporaire dans un avenir qu'ils avaient déjà planifié, et ils croyaient que je devais être reconnaissant. Reconnaissant pour une chambre, reconnaissant pour les restes, reconnaissant pour le silence. Mais je n'étais pas reconnaissant. J'observais, et je me souvenais de tout. La première semaine complète après les funérailles s'est écoulée comme du sirop froid, lente, dense, sans saveur. Je ne parlais pas beaucoup, non pas par protestation ou entêtement, mais parce que personne ne semblait avoir besoin de ma voix. Le silence est venu naturellement, comme une couverture tirée sur la bouche. Les jours passaient en heures épaisses et banales. Chaque matin commençait de la même manière. Réveil matinal, café amer, et une longue assise sur le bord du lit, attendant que le reste de la maison s'agite. Je vivais selon leur emploi du temps. J'attendais qu'ils quittent la cuisine avant d'entrer pour remplir ma tasse. J'attendais que le ventilateur de la salle de bain se taise avant d'entrer pour me raser. J'attendais que leur voiture sorte de l'allée avant de me promener dans le jardin pour prendre l'air. Je ne demandais rien. Je ne m'annonçais pas. Je me déplaçais comme une ombre, et cela convenait à tout le monde. Jenna mettait de la musique l'après-midi, quelque chose d'électronique et de rythmiquement creux, comme le son d'un cœur qui a oublié comment battre avec sentiment. Daniel travaillait de la maison la plupart des jours. J'entendais sa voix à travers les murs alors qu'il menait des réunions et donnait des instructions à des gens que je ne rencontrerais jamais. Il parlait avec confiance et urgence, des tons que je ne reconnaissais pas chez le garçon que j'avais élevé. L'autorité dans sa voix ne s'étendait pas à nos conversations, peut-être parce qu'il n'y en avait pas. J'évitais le contact visuel. J'écoutais plus que je ne le voulais. De petits commentaires tombaient comme des aiguilles. La poubelle n'est pas sortie hier soir, a dit Jenna une fois en passant devant ma chaise, sans me regarder. Le garage sent bizarre, a-t-elle dit une autre fois, se tenant dans l'embrasure de la porte mais parlant comme si à personne en particulier. Daniel avait pris l'habitude de soupirer avant de me parler, comme si même penser à m'inclure nécessitait une énergie qu'il n'avait pas. J'ai commencé à manger moins, non pas par protestation, non pas pour être remarqué. Je n'avais tout simplement plus faim. La nourriture est devenue une texture, quelque chose pour occuper mes mains. Du pain grillé, des craquelins non salés, du café. Je me suis retrouvé à mâcher lentement, méthodiquement, comme si ma bouche avait besoin d'un travail pour justifier son existence. Mon corps a un peu rétréci, mes vêtements se sont desserrés, mais personne ne semblait le remarquer, ou s'en soucier.
Le soir, je m'asseyais dans le salon obscur, tandis que les autres s'installaient devant leurs émissions, leurs téléphones, leur vie parallèle. Je ne voulais rien regarder. La télévision était trop rapide, trop lumineuse, trop bruyante. Les personnages criaient tous ou se confessaient ou faisaient des sorties dramatiques. Je préférais l'immobilité du couloir, le tic-tac de la vieille horloge qui n'avait pas été remise à l'heure depuis le changement d'heure, le murmure des pales du ventilateur de plafond coupant le vide. Jenna a réorganisé la cuisine un après-midi. J'ai regardé depuis le couloir alors qu'elle déplaçait les tasses, étiquetait les pots d'épices et jetait ce qu'elle appelait des bêtises périmées. Elle a brandi une petite boîte de cannelle moulue que Mary avait achetée il y a des années et a plissé le nez. « Qui utilise encore ça ?» a-t-elle marmonné. Elle l'a jetée à la poubelle. Je n'ai pas bougé. Plus tard, je l'ai récupérée. Je l'ai lavée. Je l'ai posée tranquillement dans le garage, sur ma vieille boîte à outils. L'étiquette était délavée, le couvercle rouillé. Mais quand je l'ai ouverte, l'odeur est restée, douce, chaude, tenace. C'était l'odeur des tartes de fin octobre, des mains de Mary saupoudrées de farine, du dernier Thanksgiving normal avant sa maladie. J'ai refermé le couvercle et je l'ai laissé là. Chaque jour, je n'enregistrais rien de particulier. Juste une ligne dans un carnet que je gardais plié sous le matelas. Mardi. Les nuages se déplaçaient plus vite que d'habitude. Mercredi. L'eau chaude est devenue froide avant que j'aie fini. Jeudi. Personne n'a prononcé mon nom. J'écrivais cela non pas pour me souvenir, mais pour vérifier que j'avais, en fait, été là. Que j'avais survécu à une autre rotation de l'horloge sans être effacé. Molly, ma petite fille, me regardait à peine. Elle était trop jeune pour se souvenir des versions de moi qui comptaient. Celle qui la soulevait dans le ciel avec des bras forts, qui la portait sur mes épaules à travers les champs de citrouilles, qui lui ont construit une maison de poupées avec des chutes de pin dans le hangar. Maintenant, j'étais une figure en arrière-plan, le silencieux, le vieux, celui qui n'interrompait pas ses dessins animés. J'ai fait le même rêve 3 nuits de suite. J'étais en haut des escaliers du sous-sol, tenant une boîte de manteaux d'hiver de Mary. La lumière était éteinte. Je ne voyais pas mes pieds. J'ai fait un pas en avant, pensant être sur le palier, mais les escaliers avaient disparu. Je ne suis pas tombé. J'ai juste continué à avancer dans le noir, les bras chargés de ses vêtements, incertain si je toucherais un jour le sol à nouveau. Je me réveillais à chaque fois, à bout de souffle. Le chauffage s'est enclenché une fois à minuit. Le vieux son aurait dû me réconforter. Au lieu de cela, j'ai réalisé que le thermostat avait été réglé trop bas et qu'ils utilisaient des chauffages d'appoint à l'étage. Je me suis demandé combien de temps il faudrait avant qu'ils n'éteignent complètement le système central. Non pas pour économiser de l'argent, mais parce que j'étais le seul à l'utiliser. J'ai visité la tombe de Mary une fois cette semaine-là. Seul. Je n'en ai parlé à personne. J'ai marché les 3 miles, non pas par rituel, mais parce que je ne voulais pas m'expliquer à un chauffeur de taxi ou être vu en train de demander un trajet. La terre était encore meuble autour de la stèle. Pas encore d'herbe. Juste de la terre brute et un drapeau en plastique que quelqu'un avait laissé dans le coin. Je n'ai rien dit à voix haute. Je suis juste resté là jusqu'à ce que mes genoux commencent à me faire mal et que le vent force mes mains dans les poches de mon manteau. De retour à la maison, Jenna avait de nouveau réorganisé le salon. De nouveaux coussins, un tapis différent, ma vieille bibliothèque maintenant dans le garage. J'ai fixé l'endroit qu'elle occupait autrefois. Le mur paraissait plus clair sans elle, plus spacieux. Elle était douée pour créer l'illusion du progrès. Samedi, je me suis réveillé et j'ai trouvé la porte d'entrée déverrouillée.
Je suis resté là longtemps, une main sur la poignée sans sortir. C'était comme si la maison elle-même avait desserré son emprise, ne me poussant pas dehors, ne me retenant pas, juste indifférente. Cette indifférence m'effrayait plus que l'hostilité ne l'aurait jamais fait. L'hostilité signifiait au moins que quelqu'un vous remarquait. J'ai préparé une tasse de thé au lieu de café. Je me suis assis à la table et je l'ai laissé refroidir. Puis je l'ai vidée, j'ai lavé la tasse et je l'ai remise exactement au même endroit dans le placard. Pas une seule chose n'a changé. C'était le schéma. Chaque action s'effaçait d'elle-même. Chaque trace de moi était effacée en quelques heures. Le silence est devenu la forme de ma journée. Il s'incurvait autour des bords de mes pensées. Il adoucissait mes pas. Il remplissait les espaces où il y avait eu autrefois des questions, des blagues, des disputes, de l'amour. Ce n'était plus une absence de son. C'était une présence en soi, lourde, installée. Ils ne m'ont pas demandé à quoi je pensais. Ils ne m'ont pas demandé si j'allais bien. Ils n'ont rien demandé du tout. Alors je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Rien. C'est arrivé un mardi. Le ciel était pâle et couvert, ce genre de gris délavé qui donne l'impression que tout attend quelque chose. J'avais passé la majeure partie de la matinée dans le jardin, à ratisser des feuilles humides que personne ne m'avait demandé de toucher. Ce n'était plus l'automne, techniquement, mais l'arbre dans le coin du jardin s'accrochait à ses dernières feuilles tenaces et les laissait tomber sans rythme. Je ratissais parce que ça donnait quelque chose à faire à mes mains, et parce que personne ne remarquait plus ce que je faisais, sauf si ça les dérangeait. À la mi-journée, j'avais changé de chemise et j'étais assis sur le bord du lit dans la chambre d'amis. La lumière du soleil entrait à travers les stores en bande plate. Il y avait des bruits à l'étage, des pas étouffés, le tintement de verre, le bourdonnement de voix baissées juste assez pour suggérer le secret, mais pas assez pour le cacher complètement. Je ne me suis pas approché du bruit. J'avais appris à ne pas enquêter. Les gens qui enquêtent ne sont généralement pas censés être inclus. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le léger grincement des escaliers. Les pas étaient prudents, délibérés. Puis un coup, 2 petits coups contre le cadre de la porte, pas la porte elle-même. J'ai tourné la tête. Daniel se tenait là. Il ne s'est pas penché. Il n'a pas franchi le seuil. Il se tenait comme quelqu'un qui essaie d'annoncer une mauvaise nouvelle à un voisin qu'il ne connaît pas bien. Ses mains étaient dans ses poches, ses yeux bougeant juste assez pour éviter les miens. Il y a eu une pause, une respiration, puis les mots sont venus. Ils n'étaient pas en colère, ils n'étaient pas cruels. Ils ont été livrés avec le ton stérile de quelqu'un lisant une liste de contrôle. La maison, a-t-il dit, avait été vendue. Les acheteurs étaient un jeune couple, attendant leur premier enfant. Ils aimaient le quartier. Ce serait un nouveau départ pour eux. La clôture était prévue dans 3 semaines. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que je comprenais trop bien. Il n'y avait aucune question dans sa voix, aucune incertitude. Ce n'était pas une conversation, c'était une conclusion. On ne me demandait pas, on m'informait. Mon rôle avait déjà été écrit à l'encre. Il a continué, parlant de logistique. Où je pourrais aller ensuite? Quel genre d'options étaient disponibles? Quelques brochures avaient été rassemblées au cas où. Il a utilisé le mot « transition ». Je m'en souviens clairement, comme s'il s'agissait d'une fusion d'entreprise ou du déploiement d'un nouveau logiciel. Pas l'expulsion d'un homme de la maison qu'il avait construite, brique par brique silencieuse, au fil des décennies. J'ai hoché la tête une fois, lentement.
non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que le silence était plus sûr que la protestation. Si j'avais parlé, ma voix aurait pu se briser, et je ne voulais pas leur faire le cadeau de ma douleur. Il a pris le signe de tête pour de la compréhension, ou peut-être même de la gratitude, et a souri légèrement avant de reculer et de disparaître dans le couloir. Je suis resté longtemps sur le lit. J'ai regardé les ombres bouger au plafond. J'ai écouté le faible bruit d'un aspirateur dans une autre pièce, le doux carillon d'une notification de téléphone, l'aboiement lointain du chien d'un voisin. Le monde était inchangé, et c'était la partie la plus étrange de tout. J'avais toujours pensé que des moments comme ceux-ci viendraient avec fanfare, tonnerre, ou au moins un afflux de sang à la tête. Mais au lieu de cela, c'était calme, sec, administratif. Plus tard cet après-midi-là, j'ai ouvert le placard. Il ne me restait pas grand-chose. Quelques chemises, 2 pantalons, une veste qui ne se fermait plus complètement. Mes chaussures étaient bien alignées, bien que je n'ai pas porté la 2e paire depuis des mois. J'ai pris un petit sac de sport en toile, celui que j'utilisais pendant mes années à la caserne, et je l'ai posé sur le lit. J'ai commencé à faire mes bagages sans réfléchir, pas émotionnellement, pas en réaction, juste mécaniquement. Une chemise, une paire de chaussettes, une photographie de Mary, celle où elle rit face au vent près du Grand Canyon. Elle était coincée dans un livre depuis des années. Je ne savais pas ce dont j'aurais besoin. Je ne savais pas où j'irais. Mais j'avais l'instinct aigu que je ne serais pas autorisé à m'attarder. Dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau. Jenna se tenait au comptoir, arrangeant des tulipes dans un vase en céramique que je ne reconnaissais pas. Elle n'a pas levé les yeux. Elle s'est juste légèrement déplacée pour me faire de la place à l'évier, comme si j'étais un étranger dans la cuisine partagée d'une location à court terme. Sur le réfrigérateur, un aimant tenait une feuille de papier lignée avec une liste de choses à faire. Confirmer le peintre, planifier l'inspection, mettre le garage en boîte, souligner en bas, vider la chambre d'amis avant le 20. J'ai fixé la date. 10 jours. C'est le temps qu'on m'avait donné pour disparaître. Personne n'avait posé de questions sur mes affaires. Personne n'avait demandé où je pourrais vouloir aller. J'étais un objet déplacé comme un meuble qu'ils ne savaient pas s'il fallait donner ou vendre. Ils avaient déjà pris leurs distances émotionnelles avec moi il y a des mois. Maintenant, ils le rendaient officiel. Ce soir-là, je me suis de nouveau assis dans le jardin, cette fois sans le râteau. L'air sentait la terre humide et l'engrais à gazon. J'ai regardé la clôture que j'avais réparée il y a 15 ans, après qu'une tempête en ait emporté une partie. Je me suis souvenu de l'avoir poncée avec Mary, pendant qu'elle fredonnait quelque chose que je n'ai jamais identifié. J'ai regardé le coin où nous avions planté des tomates, et où se trouvait maintenant un bac à sable en plastique rempli de jouets oubliés et de fourmis. Le jardin ne se souvenait plus de moi. À l'intérieur, j'ai entendu des rires, quelque chose à la télé. Molly criant de joie, Jenna criant par-dessus le bruit, la voix de Daniel détendue, contente. La vie telle qu'il la connaissait continuait sans pause. L'homme dans la chambre d'amis était simplement devenu l'un des accessoires les plus silencieux du décor. Bientôt à être débarrassé pour faire place à un meilleur éclairage. Je n'ai pas dîné ce soir-là. J'ai fait bouillir une petite pomme de terre au micro-ondes et je l'ai mangée avec du sel. Seul. Personne n'a frappé. Personne n'a demandé. J'ai nettoyé l'assiette, je l'ai remise dans le placard et j'ai écrit une seule ligne dans mon carnet. Ils ont décidé pour moi. Je n'ai pas parlé. J'ai trouvé la clé plus tard, dans une boîte en fer blanc sous une pile de vieilles factures. Une clé pour une porte dont ils ne connaissaient pas l'existence. Je l'ai tournée dans ma main comme une pièce de monnaie.
Elle semblait chaude, même si la maison était froide. Ce n'était pas un plan, pas encore. Mais c'était autre chose, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. Le choix, même silencieux, même petit, il était toujours à moi. Je suis parti tôt, avant que le soleil n'ait complètement envahi le ciel. La maison était encore endormie, enveloppée dans ce silence étrange qui plane juste avant l'aube, comme une respiration retenue trop longtemps. Je n'ai pas fait de bruit en traversant le couloir. Mes chaussures étaient déjà près de la porte, mon sac fait la veille et placé à côté, comme un adieu silencieux. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai éteint aucune lumière. Je n'ai pas verrouillé la porte derrière moi. La rue était vide, baignée d'une teinte bleutée qui donnait à tout un air plus froid. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus, mon souffle formant de petits nuages qui disparaissaient presque aussitôt. Mes genoux me faisaient mal, mais pas assez pour me ralentir. Les roulettes de mon sac de sport raclaient le trottoir de manière rythmée, une sorte de murmure sec qui semblait trop fort pour un matin si calme. Quand je suis monté dans le bus, j'ai donné de l'argent liquide au chauffeur, plié précisément et au compte juste. Il ne m'a pas demandé où j'allais. Il a simplement hoché la tête et a actionné le levier qui m'a laissé passer. J'ai choisi un siège à l'arrière, près de la fenêtre, et j'ai regardé les rues familières de ma vie défiler comme les souvenirs de quelqu'un d'autre. La station-service où j'avais changé un pneu crevé sous une pluie battante. Le restaurant où Mary et moi partagions une part de tarte après l'église. La caserne de pompiers, maintenant peinte d'un rouge vif et criard, comme une version caricaturale d'elle-même. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je n'ai pas regardé en arrière. 1 heure plus tard, je suis descendu dans un autre quartier de la ville. Plus vieux, plus calme, moins impressionné par lui-même. Le trottoir se fissurait sous mes pieds et les lampadaires bourdonnaient encore même en plein jour. J'ai descendu une ruelle derrière une rangée de bâtiments en briques usées jusqu'à une grille étroite. La clé que j'avais trouvée quelques jours plus tôt s'insérait parfaitement dans la vieille serrure en laiton. Quand elle a cliqué, je l'ai sentie dans ma poitrine. La porte de la 2e maison a grincé quand je l'ai poussée. Elle sentait le vieux, le bois et quelque chose de vaguement floral qui avait persisté longtemps après que sa source ait disparu. Je suis resté longtemps dans l'entrée, laissant mes yeux s'habituer à la pénombre. Des grains de poussière flottaient dans l'air comme une lente chute de neige. Tout était comme je m'en souvenais, tel que nous l'avions laissé. Mary et moi avions acheté la maison discrètement, sans fanfare, sans annonce. Ce n'était pas un secret par honte ou par tromperie, mais par nécessité. Nous avions besoin d'un espace qui ne soit pas rempli de bruit, d'exigences et d'obligations. C'était son idée, en fait. Un plan B, comme elle l'appelait. Un endroit où se retirer si le monde devenait trop bruyant. Je n'avais pas compris à l'époque à quel point cette décision serait prophétique. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, doux et affaissés comme des fantômes surpris en pleine sieste. J'ai traversé le salon en faisant glisser mes doigts le long du tissu. Je n'ai pas retiré les housses tout de suite. Il y avait quelque chose de sacré dans leur immobilité. Je voulais me souvenir de ce que c'était avant que quoi que ce soit ne bouge à nouveau. La cuisine était petite mais propre. J'ai trouvé une bouteille de liquide vaisselle à moitié utilisée sous l'évier et une éponge délavée qui reposait encore dans le coin du bac. Une seule tasse fissurée était sur l'étagère, celle avec une impression délavée d'un ours pêchant dans un ruisseau. C'était la préférée de Mary. Elle disait toujours que ça la faisait rire parce que l'ours avait l'air trop suffisant pour son propre bien. Je l'ai rempli d'eau et j'ai bu lentement, la céramique chaude contre mes paumes.
C'était comme toucher à nouveau quelque chose d'humain. Dans le placard du couloir, j'ai trouvé la pile de linge que nous avions laissée soigneusement pliée. Elle sentait encore légèrement la lavande. J'ai sorti une couverture et un oreiller et je les ai apportés dans la petite chambre au fond de la maison. Le lit était bas et grinçait quand je m'asseyais dessus. Le matelas était ferme, du genre que Mary préférait. Elle disait que les lits mous rendaient les gens paresseux. J'ai souri à ce souvenir et je me suis allongé sans enlever mes chaussures. Pendant 1 heure, je suis resté immobile. La pièce était remplie de silence, mais un silence différent de celui de la maison de Daniel. Celui-ci n'était pas chargé de jugement ou d'attente. Il n'attendait pas que je parle, que je parte ou que je me conforme. Il existait simplement, comme un arbre existe, sans explication ni excuse. Plus tard, j'ai ouvert les fenêtres. L'air était vif et portait l'odeur de la pluie de la nuit précédente. Quelques oiseaux se sont posés sur la balustrade, ont pépié une fois, puis se sont envolés. J'ai circulé lentement de pièce en pièce, ouvrant chaque rideau, laissant la lumière tomber en motifs diagonaux sur le plancher en bois. Je n'ai pas nettoyé. Je n'ai pas organisé. J'ai juste laissé la maison respirer. Dans le bureau, caché derrière une pile de livres, j'ai trouvé l'enveloppe. Mon nom était écrit de la main de Mary, douce et courbe, comme elle signait les cartes de Noël. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je suis resté assis avec elle sur mes genoux pendant un long moment, pressant les bords entre mes doigts, lisant mon nom encore et encore jusqu'à ce qu'il ne me semble plus être le mien. Quand j'ai finalement déplié le papier à l'intérieur, j'ai lu lentement, un mot à la fois. Sa voix est venue à travers les lignes, non pas en son mais en forme. Elle a écrit sur la confiance, la force, sur le fait de savoir que ce jour viendrait. Elle a écrit sur le poids du silence, sur le pouvoir d'avoir quelque chose que personne ne pourrait prendre. « Si tu lis ceci, écrivait-elle, tu as déjà perdu plus que tu n'aurais dû. Mais tu n'as pas tout perdu. » J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans la poche de ma poitrine. Je n'ai pas pleuré, mais mes yeux piquaient et je savais que ce n'était pas la poussière. Dans l'après-midi, je n'avais déballé que l'essentiel, une paire de chaussures, une chemise en flanelle, la photographie de Mary. Je l'ai posée sur le rebord de la fenêtre de la chambre, tournée vers l'est. Je n'ai pas apporté grand-chose, mais je n'avais pas l'impression d'en avoir besoin de plus. La maison avait déjà commencé à se remodeler autour de moi, non pas dans sa structure, mais dans la façon dont elle se sentait. Moins comme un abri, plus comme un témoin. J'ai préparé du thé dans une petite casserole sur la cuisinière. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé les ombres s'allonger sur les murs. Je n'ai pas pensé à Daniel, à Jenna ou à Molly. Je n'ai pas pensé à ce que j'avais laissé derrière moi. J'ai pensé au temps que Mary et moi avions passé dans cette maison en secret, lisant les après-midi tranquilles, buvant du vin dans des verres dépareillés, construisant quelque chose d'invisible et d'inviolable. À la tombée de la nuit, j'ai allumé une seule bougie et je l'ai placée sur le rebord de la fenêtre. Pas pour la cérémonie, pas pour la prière, juste pour la lumière. Je me suis assis à côté, un stylo à la main, et j'ai écrit une seule phrase dans mon carnet. Je suis revenu là où la poussière se souvient de moi. La maison ne m'a rien demandé. Elle n'a pas pris de décision en mon nom. Elle n'a pas fait semblant de ne pas me voir. Elle m'a simplement laissé revenir. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression de l'avoir fait. Le jour où je suis entré dans la banque, je portais la même veste que j'avais portée aux funérailles de Mary. Non pas par symbolisme ou par deuil, mais parce que c'était la seule qu'il me restait qui m'allait encore sans tirer aux épaules.
La doublure s'était détachée près du poignet, et je la remettais sans cesse en place, la pressant avec mes doigts, comme pour lisser un pli de papier qui refusait de rester plat. Je n'étais pas entré dans une banque depuis plus d'1 an. La plupart des choses pouvaient se faire en ligne maintenant, ou par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Mais ce n'était pas une transaction pour l'écran. Elle exigeait un nom, un visage, une voix calme qui avait attendu trop longtemps. Le hall était presque vide. Un instrumental de jazz doux flottait dans l'air comme un calme artificiel. Les carreaux du sol étaient polis jusqu'à un éclat qui semblait plus théâtral que propre. Je me suis approché du comptoir, j'ai salué le jeune homme derrière la vitre, et je lui ai tendu un bout de papier que j'avais gardé plié dans mon portefeuille pendant des mois. Il portait l'écriture de Mary, le nom d'un directeur et une date d'il y a près d'1 an. Il l'a lu, a jeté un œil à l'écran devant lui, puis m'a demandé d'attendre. Je me suis assis sur une chaise près de la plante en pot près de la fenêtre, et j'ai regardé le parking. Il y avait une mère qui déchargeait une poussette de l'arrière d'un monospace. Un homme en costume qui ajustait sa cravate dans le rétroviseur de sa voiture. Tout le monde se déplaçait avec l'urgence silencieuse de gens qui croyaient encore au mouvement vers l'avant. Je suis juste resté assis, respirant, ne pensant à rien. Finalement, une femme est apparue dans le couloir. La cinquantaine, costume impeccable, des yeux qui en avaient m'en vu assez pour ne pas cligner trop souvent. Elle m'a salué par mon nom, pas monsieur, pas M, juste Richard. Je l'ai suivie dans une petite pièce vitrée avec 2 chaises et un bureau qui semblait vierge de tout désordre humain. Elle a fermé doucement la porte derrière moi et s'est assise. Puis elle a ouvert un dossier qui reposait sur le coin de son bureau. Ce qui a suivi n'a pas été dramatique. Il n'y a pas eu de surprise, pas de complications de dernière minute. Tout était exactement comme Mary l'avait arrangé. Un compte privé, ouvert à son nom, transféré entièrement au mien peu de temps avant son diagnostic. Une seule transaction verrouillée avec des instructions de ne la divulguer qu'à mon apparition en personne. Le montant était exact, 480 000 $. Je me souviens avoir cligné des yeux plusieurs fois, non pas sous le choc, mais dans la lente et stupéfaite reconnaissance d'un nombre qui avait existé, silencieusement, pendant que je traversais le chaos de sa maladie, de sa mort et de tout ce qui a suivi. Ce n'était pas un héritage, c'était une intention. Elle avait économisé cet argent non pas comme un cadeau, mais comme une forme de résistance, un bouclier, quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute, mais qu'elle avait quand même trouvé un moyen de donner. La femme a expliqué la logistique, les options de transfert, les taux d'intérêt, les signatures. J'ai écouté, hochant la tête aux moments appropriés, les mains jointes sur mes genoux. Elle a demandé si j'avais des questions. Je n'en avais pas. Tout ce que j'avais besoin de savoir avait déjà été répondu par le seul nombre. Elle a imprimé des documents. Je les ai signés. Mon nom, tremblant mais lisible, est apparu 3 fois sur la ligne. Chaque fois que je l'ai écrit, j'ai senti une partie de moi se solidifier. Pas comme une armure, mais comme quelque chose qui se reconstruit de l'intérieur. Quand je suis sorti de la banque, le soleil s'était déplacé, projetant de longues ombres nettes sur le béton. Le monde semblait différent, bien que rien n'ait changé. J'ai marché lentement, l'enveloppe glissée à l'intérieur de ma veste. Les rues étaient au calme. Mes pas semblaient ancrés, non pas lourds, mais certains. Je n'étais pas riche, je n'étais pas puissant, mais je n'étais plus acculé. De retour à la maison, j'ai préparé du thé et je me suis assis à la table de la cuisine, avec l'enveloppe posée à plat devant moi. Je l'ai rouverte
J'ai relu les chiffres, j'ai tracé les lignes du nom de Mary. Elle avait planifié cela. Elle avait regardé notre vie, ses fractures, ses silences, les choses que notre fils ne savait pas, et avait construit quelque chose d'assez solide pour résister à tout cela. Pas tape à l'œil, pas bruyant, juste précis, privé. J'ai sorti mon carnet et j'ai fait une liste. Non pas de choses à acheter, non pas de dépenses. Une autre sorte de liste. Je ne demanderai pas la permission. Je n'expliquerai pas où je vis. Je n'offrirai pas d'aide aux gens qui croient que je leur dois quelque chose. Je ne disparaîtrai pas pour faire de la place aux autres. Je ne répondrai pas aux questions qui arrivent trop tard. J'ai arraché la page et je l'ai placée dans le tiroir à côté de l'évier. Ce n'était pas un manifeste, juste un rappel. Plus tard ce soir-là, je me suis assis sur le porche avec la bougie que Mary avait achetée un jour dans une foire artisanale du centre-ville. Elle sentait le cèdre et les oranges. Je l'ai allumée sans cérémonie, juste pour avoir quelque chose de chaud à proximité. Le vent s'était levé, mais je ne suis pas rentré. Je l'ai laissé souffler sur mon visage, dans mon col, le long de mes manches. L'ai laissé secouer les arbres et murmurer à travers l'herbe. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai ressenti aucune envie de résister au bruit. Le compte n'était pas seulement de l'argent, c'était la liberté. Comprimée, en attente. Une respiration que je n'avais pas réalisée, que je retenais depuis des années. Et maintenant, sur ce porche, avec le soleil qui glissait derrière les maisons et les oiseaux qui s'installaient quelque part où je ne pouvais pas les voir, je l'ai enfin laissé partir. J'ai expiré. Non pas d'épuisement, non pas de soulagement, mais de la certitude que j'avais quelque chose que personne ne pourrait voler, quelque chose que personne ne savait même chercher. Une vie, toujours la mienne. Je me retrouvais toujours debout à cette fenêtre aux premières heures, bien avant que le soleil ne fasse sa pleine apparition. La cuisine de cette maison, bien que petite, avait une certaine orientation qui captait la lumière du matin sous le bon angle. Ça commençait par une faible lueur, puis une douce éclosion, se déversant sur le comptoir et grimpant sur les murs à mesure que le jour étendait ses doigts. Mary appelait ça notre deuxième lever de soleil. Le premier, disait-elle, était celui que le reste du monde voyait. Le second n'appartenait qu'à nous. Dans ces matins tranquilles, je ne parlais pas. Je n'allumais pas les lumières ni ne traînais à la recherche de quelque chose à faire. Je restais simplement là, laissant le carrelage froid s'installer sous mes pieds, les mains enroulées autour d'une tasse ébréchée de café noir. La fenêtre encadrait une vue simple, des haies envahissantes, une clôture en bois affaissé et une ruelle étroite qui ne menait nulle part en particulier. Mais cette vue était la mienne, intacte de tout jugement ou intrusion. Elle ne changeait pas, ne réagissait pas, ne me demandait rien. Elle existait simplement. Ça, j'avais appris à le savoir, c'était plus que ce que la plupart des gens pouvaient gérer. J'ai commencé à remarquer les plus petits mouvements dans cette fenêtre, la façon dont les ombres tombaient sur le rebord, les formes changeantes des oiseaux sautillant dans les haies, la condensation qui s'accumulait dans les coins avant que la vitre ne se réchauffe. Il y avait un rythme à tout cela, une chorégraphie silencieuse que je n'avais pas eu le temps de voir dans les années qui passaient, comme des trains sans arrêt. Un matin, j'ai regardé un écureuil déchirer la clôture avec la moitié d'une barre de céréales dans la bouche, poursuivi par un oiseau pas plus gros que mon poing. J'ai regardé la danse se dérouler pendant près de 5 minutes, absurde et peu spectaculaire, mais fascinante dans sa liberté. Personne n'avait dit à aucune des 2 créatures où être ou quoi vouloir. Elles bougeaient,
agissait, choisissait simplement. J'enviais cela plus que je ne pouvais l'admettre, même à moi-même. Le comptoir sous la fenêtre avait vieilli, sa surface marquée par de faibles cercles et des cicatrices de couteau d'une autre vie. Je passais parfois ma main dessus, sentant les rainures. C'était une sorte de lecture comme du braille pour le passé. Ici, c'est là que Mary avait tranché des pommes pour la tarte. Là, une marque de brûlure de quand elle avait laissé la bouilloire allumée trop longtemps. À l'extrémité, une bosse de quand j'avais laissé tomber un marteau en essayant d'accrocher le porte-épice qu'elle n'aimait jamais, mais gardait quand même parce que je l'avais fait. Chaque marque racontait une histoire que personne d'autre ne pouvait déchiffrer. Les placards au-dessus de la fenêtre contenaient toujours les mêmes tasses dépareillées que nous avions collectionnées au fil des ans. Je ne les ai pas réarrangées. Je n'ai pas essuyé la poussière. J'aimais la façon dont elles étaient assises, de travers et à moitié oubliées. Elles me rappelaient la permanence de manière petite et silencieuse. Tout n'avait pas besoin de briller. Tout n'avait pas besoin d'être utile pour valoir la peine d'être gardé. Chaque matin, après être resté là assez longtemps pour que la lumière s'étende au-delà du sol, je m'asseyais à la table de la cuisine et j'écoutais le tic-tac de l'horloge murale. La pile était en train de mourir, donc la trotteuse se déplaçait par à-coups, mais elle marquait toujours le temps. Imparfaite, mais fidèle. Je n'ai jamais remplacé la pile. Ça semblait honnête comme ça. Parfois, j'écrivais ce que je voyais de la fenêtre. Juste une ligne ou deux. Moineau s'est posé sur le poteau de la clôture, a regardé autour de lui, s'est envolé. Chatte a boité dans la ruelle avec un sac en plastique collé à sa queue. La lumière du soleil a frappé la vitre, a rebondi sur le grille-pain, a éclairé la cuillère de Marie. Ces fragments remplissaient les pages d'un mince carnet que je gardais à côté du sel. Je ne savais pas pourquoi je les écrivais. Ils n'étaient pas profonds. Ils ne seraient pas lus. Mais ils donnaient au jour l'impression d'avoir des bords. La fenêtre de la cuisine faisait face à l'est, et cela signifiait de la chaleur en été. J'ouvrais la fenêtre en juin et je laissais l'air chaud entrer pendant que je lavais une seule assiette ou que je faisais bouillir de l'eau. La vitre s'embuait parfois, même par temps chaud, et je dessinais des formes dessus avec mon doigt. Des cercles, des lignes. Une fois, j'ai écrit le nom de Mary dans la vapeur. Je suis resté là jusqu'à ce qu'il s'estompe. J'utilisais rarement la porte arrière. Elle était juste à gauche de la fenêtre. Un cadre étroit avec une poignée en laiton qui coinçait si on ne la tournait pas juste comme il faut. La moustiquaire était déchirée dans le coin, et un courant d'air se glissait pendant les mois les plus froids. Je l'ai laissé comme ça. J'aimais savoir que le monde pouvait entrer s'il le voulait. Pas les gens, pas le bruit, mais le vent, l'air, le temps. Un matin, une petite enveloppe a été glissée sous la porte. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste mon nom, écrit en lettres capitales. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié avec une citation d'un livre que je ne reconnaissais pas. Le plus difficile n'est pas d'être seul, c'est d'être oublié par ceux que vous avez nourris. Je n'avais pas besoin de deviner qui l'avait envoyé. Je n'avais pas besoin de répondre. J'ai glissé le papier sous le porte-épice et je ne l'ai plus regardé. C'est dans cette cuisine, en compagnie de la lumière et du silence, que j'ai commencé à sentir la forme de quelque chose revenir. Pas l'espoir, pas exactement, plutôt la clarté, une reconnaissance de soi qui s'était tue sous le poids de l'obligation. La cuisine ne me pressait pas. La fenêtre ne demandait pas d'histoire. Elle me laissait être un homme en pause. Je me suis surpris à fredonner une fois en tranchant une orange. Le son m'a surpris.
Ce n'était pas une chanson que je connaissais. Elle n'avait ni rythme ni mélodie, mais elle venait de quelque part de réel. Je l'ai laissée partir, l'ai laissée flotter dans l'air, jusqu'à ce qu'elle se dissolve. Je n'ai pas essayé de la ramener. C'était suffisant qu'elle soit venue. J'ai regardé les saisons changer à travers cette fenêtre. J'ai regardé les feuilles se recroqueviller, puis tomber. J'ai regardé les branches se dresser nues comme des os en hiver, puis s'étirer à nouveau au retour du printemps. Je mesurais le temps non pas par des calendriers, mais par des ombres. Non pas par des plans, mais par des matins. Cette fenêtre est devenue mon rituel, mon pouls, mon rappel quotidien que le monde tournait, que quelqu'un regarde ou non. Et tant que je restais là, café à la main, yeux ouverts, souffle régulier, je n'avais pas disparu. Pas encore. Pas entièrement. Le téléphone a sonné un jeudi, juste après midi. Je venais de finir de laver une assiette, une seule assiette avec une trace de moutarde du sandwich que j'avais mangé plus tôt, et je l'essuyais avec le coin d'un vieux t-shirt que j'utilisais à la place de serviette. Le son m'a surpris plus qu'il n'aurait dû. Le téléphone fixe n'avait pas sonné depuis mon retour à la maison. J'avais presque oublié qu'il était branché. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Non pas par hésitation, mais parce que je voulais reprendre mon souffle. Ce numéro, seule une poignée de personnes le connaissaient, et la plupart d'entre elles étaient au parti. J'ai soulevé le combiné avec le même poids que je soulèverais un objet inconnu du sol, prudent, incertain. C'était Daniel. Sa voix est arrivée par la ligne, saccadée et distante, comme s'il n'appelait pas de l'autre bout de la ville, mais d'un autre continent. Il a utilisé mon nom trop rapidement, comme si c'était une formalité, pas un lien. Il a demandé comment j'allais. Je n'ai pas répondu. Il y a eu une pause. Puis il a demandé où j'étais allé, comme si j'avais disparu, comme si j'avais été égaré comme une veste laissée dans un restaurant. Je n'ai rien dit, j'ai seulement respiré dans le combiné. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que j'entende quelque chose de faible en arrière-plan de son côté. Une voix d'enfant, une télévision, le bourdonnement d'un réfrigérateur, des bruits domestiques auxquels je n'appartenais plus. Il a dit qu'il s'était inquiété, que Jenna avait voulu prendre de mes nouvelles, qu'il n'était pas sûr de ce que j'avais prévu. Il y avait une trace d'irritation derrière ces mots, à peine déguisée en inquiétude. Je pouvais entendre le calcul se faire en temps réel, la façon dont ces phrases changeaient en fonction de ce que je ne disais pas. Il tâtonnait dans le noir, ne me cherchant pas moi, mais les contours de la décision que j'avais prise. Quand je n'ai toujours pas répondu, il en est venu au fait. Ils avaient des problèmes avec la vente. Les acheteurs s'étaient retirés apparemment. Quelque chose à voir avec le financement, les inspections ou les permis. Il a dit que le marché avait changé, que le moment avait été mal choisi. Il a mentionné des réparations qui devraient être faites, des améliorations, des renforcements. Chaque mot s'empilait comme des briques les unes sur les autres, construisant le genre de mur financier qu'il n'était pas préparé à escalader. Il a demandé, gentiment d'abord, si je serais prêt à aider, pas avec le travail, pas avec la réparation réelle, avec de l'argent. Un prêt à court terme, a-t-il dit, juste pour les dépanner jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Rien de dramatique, rien de déraisonnable, juste une solution temporaire de la part de quelqu'un qui avait été si doué pour économiser. Il a essayé de paraître décontracté, mais sa voix l'a trahi. Elle s'est brisée par endroits, non pas par émotion, mais par pression. Je l'ai imaginé debout dans la cuisine où je n'entrais plus, se pinçant l'arête du nez, essayant de ne pas laisser Jenna entendre l'urgence dans sa voix. J'ai dit un mot. Non. Puis j'ai raccroché.
Le son du combiné retombant sur son socle a résonné dans la cuisine comme une pierre jetée dans l'eau. Je suis resté là un moment, la main toujours sur le téléphone, sans cligner des yeux. La maison n'a pas bougé, l'air n'a pas changé, mais quelque chose en moi s'est apaisé. Je suis retourné à l'évier et j'ai fini d'essuyer l'assiette. Je l'ai placée doucement dans le placard à côté des autres, toutes rangées comme des soldats, parfaitement espacées. L'acte semblait cérémoniel, final, comme replacer une brique dans un mur qui avait été percé et réparé. Le lendemain, une enveloppe est arrivée. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une lettre, tapée, imprimée sur du papier blanc propre. Elle était polie, elle était désespérée, elle était remplie de mots comme malentendu, famille, responsabilité. Elle décrivait des dettes, des factures, des taux d'intérêt, des projets d'avenir. Je l'ai lue 2 fois, non pas parce que j'étais incertain, mais parce que je voulais en absorber toute la forme. Je l'ai pliée 1 fois, puis une autre, puis je l'ai glissée au fond d'un tiroir rempli d'élastiques et de piles de rechange. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas gardé l'enveloppe. Je l'ai brûlée ce soir-là, dehors dans le foyer, et j'ai regardé le papier se recroqueviller et noircir sans un bruit. Les jours suivants, j'ai moins pensé à Daniel et plus au rythme qui était revenu dans ma vie. La lenteur, le calme, l'absence totale de performance. Je me suis réveillé au lever du soleil, j'ai préparé mon café, je me suis assis à la fenêtre et j'ai laissé la lumière me trouver sans me demander où j'avais été. Je n'ai parlé de l'appel à personne. Il n'y avait personne à qui en parler. Mais même s'il y en avait eu, je ne l'aurais pas fait. Il ne s'agissait pas de drame ou de confrontation. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'immobilité, de récupérer le droit d'être laissé seul, de choisir quand et comment parler et quand ne pas le faire. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi profondément cette semaine-là. Le genre de sommeil qui ne pose pas de questions. Le genre qui ne vous entraîne pas en arrière dans la mémoire. Je me suis réveillé sans alarme, sans ordre du jour, sans personne attendant mon attention. Le téléphone a de nouveau sonné 2 jours plus tard. Je n'ai pas répondu, et puis il a cessé de sonner. Le dossier était dans le tiroir du bas du bureau de Mary depuis des années. Il était en cuir marron, usé et lisse sur les bords, les coins légèrement recourbés comme par une chaleur longtemps retenue. Je l'avais ouvert 1 fois, il y a longtemps, quand elle m'avait demandé de trouver une copie de notre certificat de mariage. À l'époque, je n'avais pas prêté attention à quoi que ce soit d'autre à l'intérieur. C'était juste un dossier. Maintenant, dans le silence de cette petite pièce du fond, il semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, comme s'il avait absorbé le temps et les intentions en secret. Le bureau était sous une fenêtre qui faisait face à l'ouest. La lumière entrait de côté, dorée et basse l'après-midi. Ce jour-là, le soleil était doux et l'air extérieur était chargé de l'odeur de la poussière et du début du printemps. J'ai posé le dossier sur le bureau et je me suis assis dans la même chaise qu'elle occupait, son coussin encore légèrement comprimé par des années de son poids. Mes mains ont hésité avant de l'ouvrir, non pas par peur, mais par révérence. C'était une chose de savoir qu'elle s'était préparée à ce qui allait suivre. C'en était une autre de toucher la preuve. À l'intérieur se trouvaient des enveloppes, étiquetées, empilées, méthodiques. Mary avait été précise dans tout ce qu'elle faisait. Chaque section était divisée par un onglet coloré. Un pour le compte en banque, un pour le titre de la maison, un pour l'acte de propriété secondaire, un pour l'assurance, un pour la fondation à laquelle nous avions contribué 1 fois puis tranquillement oublié. Chaque papier était pris en compte,
parfaitement alignés, avec de petites notes dans les marges de son écriture, une écriture douce, serrée, avec une inclinaison vers la gauche. Je les ai lus un par un, lentement, absorbant non seulement le contenu, mais les décisions qui les sous-tendaient. Ce n'était pas de froide légalité, c'étaient des actes de prévoyance, de protection, d'amour rendu en papier et en encre. Elle avait écrit de petits commentaires à côté des clauses clés. Important, signé en personne, ne pas inclure Daniel, lire 2 fois avant de soumettre. Ce n'était pas des instructions, c'étaient des murmures d'un lieu de clarté. Au fond du dossier se trouvait une enveloppe scellée. Mon nom était dessus, de sa main. Pas d'adresse, pas de date, juste mon nom. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai laissée reposer sous ma paume tandis que j'expirais et que j'écoutais le craquement de la maison qui s'installait. Les murs ne parlaient pas, mais ils pressaient vers l'intérieur, conscients de ce qui se déroulait. Je me suis tourné vers la dernière section. Une lettre de son avocat, qui lui était adressée, datée de 6 mois avant sa mort. Elle confirmait le transfert de la 2e maison à mon seul nom. Elle reconnaissait sa décision de retirer notre fils de toute réclamation future. Elle validait les mesures qu'elle avait prises pour protéger la vie qu'elle soupçonnait de pouvoir suivre son absence. Il n'y avait pas d'amertume dedans, juste de la clarté. Je me suis adossé à la chaise et j'ai laissé la lettre reposer sur ma poitrine. J'ai regardé le plafond, traçant la petite fissure dans le plâtre qui se courbait comme une rivière vers le luminaire. Je me souvenais l'avoir réparé une fois, il y a des années, après une fuite du toit. Ça avait été un travail salissant, et Mary avait ri de la façon dont j'essayais de lisser le plâtre avec mon pouce. Maintenant, elle était revenue, comme tout finit par le faire. J'ai ouvert l'enveloppe scellée. Ce n'était pas long. 1 page et demie manuscrite. Elle l'avait écrite au passé comme si elle savait déjà que je la lirais un jour tranquille, en solitude. Elle a reconnu les décisions. Elle a expliqué pourquoi elle avait choisi le silence de la planification plutôt que la confrontation. « Tu as toujours été un homme qui comprenait le poids », a-t-elle écrit. Tu portais des tuyaux dans des escaliers en feu sans parler. Tu portais la perte avec tes épaules, pas ta bouche. Alors je t'ai donné quelque chose à porter qui te soutiendrait toi aussi. J'ai plié la lettre doucement et je l'ai glissée de nouveau dans l'enveloppe. Je l'ai placée sous ma chemise, sur ma poitrine. Je pouvais sentir le papier contre ma peau alors que je me levais et que j'ouvrais le tiroir supérieur du bureau. À l'intérieur se trouvaient des objets intacts depuis son décès. Une paire de lunettes de lecture, un stylo qui ne fonctionnait plus, une montre que je lui avais offerte l'année de la naissance de Daniel. J'ai laissé la lettre là, pliée à côté des lunettes. Je n'avais pas besoin de la relire. Elle avait fait son travail. J'ai rassemblé les documents juridiques. Je les ai placés dans un nouveau dossier et je l'ai attaché avec de la ficelle. Je suis allé au foyer dans le jardin. Le vent s'était levé, juste assez pour agiter les feuilles sèches qui s'étaient accumulées près de la base de la clôture. Je me suis assis un moment, les mains sur le dossier, écoutant le murmure des branches. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas vengeur. Mais j'en avais fini de laisser le papier être la seule chose qui maintenait les limites en place. Je n'ai pas brûlé les documents. Pas encore. Mais je les ai placés dans une boîte résistante aux intempéries et je les ai enterrés sous les pierres que Mary avait arrangées en cercle autour de son jardin d'herbes aromatiques. Un endroit qu'elle avait entretenu avec une dévotion silencieuse. Il semblait juste qu'il repose là,
non pas comme un secret, mais comme une fondation que personne d'autre ne pouvait voir. Ce soir-là, je suis retourné à la cuisine. La fenêtre était ouverte et l'odeur de romarin flottait depuis le jardin. J'ai préparé du thé, non pas parce que j'avais besoin de chaleur, mais parce que le son de la bouilloire aidait à remplir la pièce sans la bousculer. J'ai bu lentement, la chaleur se posant dans ma poitrine comme un second battement de cœur. Je n'ai rien écrit dans mon carnet ce jour-là. Je n'en avais pas besoin. Le silence lui-même avait été enregistré en action, pas en mots. Plus tard, j'ai plié un vieux torchon et je l'ai placé sur le rebord de la fenêtre, où la lumière touchait encore le bord du comptoir. J'ai posé ma main là et je l'ai regardé briller dans l'or pâlissant. Certaines choses n'avaient même pas besoin de preuves. Elles restaient, tout simplement. Tout a commencé par une lettre, fine et d'apparence officielle, glissée par la fente sans un bruit. Je l'ai trouvée par terre près de la porte d'entrée, pliée et froissée là où elle avait atterri sur le tapis. L'enveloppe ne portait pas d'adresse de retour, mais je savais, rien qu'au papier, quel genre de message elle contenait. Il y avait une immobilité dans ces enveloppes, une sorte de politesse forcée qui masquait quelque chose de plus lourd en dessous. Je l'ai ramassée avec le même mouvement lent que j'utilisais pour manipuler des débris en feu à l'époque où j'étais pompier. Non pas par peur, mais par habitude. À l'intérieur se trouvait un avis formel, un changement de titre de propriété. L'adresse de la maison où j'avais vécu appartenait maintenant à quelqu'un d'autre. Un nom que je ne reconnaissais pas était indiqué comme le nouveau propriétaire. Ça ne m'a pas piqué comme ça aurait pu le faire des semaines auparavant. La douleur s'était émoussée en une pulsation lointaine, comme une vieille cicatrice qui ne se réveille que sous la pluie. Je l'ai lue une fois, je l'ai repliée et je l'ai mise dans le tiroir à côté de la fenêtre. Je n'avais pas besoin de la garder, mais je n'avais pas non plus envie de la jeter. Ce n'était pas le contenu qui importait, c'était la finalité. Le lendemain, je suis passé devant l'ancienne maison. Je ne l'avais pas prévu. J'avais pris le long chemin à travers la ville pour acheter une boîte de café et quelques bougies, et sans le vouloir, mes pieds ont suivi le chemin familier, jusqu'à ce que je sois à 3 maisons de là. Le jardin avait l'air différent. La haie envahissante avait été taillée. La balançoire cassée sur le porche avait été enlevée. Il y avait 2 vélos appuyés contre la balustrade, petits, brillants, en plastique, avec des roulettes et des serpentins. La porte d'entrée était grande ouverte. Non pas juste entr'ouverte, mais complètement ouverte, comme une invitation ou une annonce. Une brise transportait des voix dans la rue, légères, joyeuses, inconnues. J'ai ralenti le pas. Je ne me suis pas arrêté. J'ai gardé les mains dans mes poches et le regard doux. Je ne voulais pas paraître curieux, bien que je le sois. Curieux de la manière dont on regarde un bâtiment après qu'il a brûlé et a été reconstruit. Vous savez que les murs ne sont pas les mêmes, mais une partie de vous veut le confirmer. Les fenêtres avaient été lavées. Les rideaux étaient neufs. Une odeur de peinture fraîche flottait dans l'air, faible mais piquante. Par la porte ouverte, j'ai vu des boîtes empilées le long du mur du couloir, une lampe sans abat-jour, un tapis enroulé, et une femme à genoux sur le sol en train d'assembler un meuble avec une clé à laine. Elle fredonnait en travaillant. Un enfant riait quelque part plus loin dans la maison. Je suis passé sans être vu. Cette nuit-là, je me suis assis sur le porche de ma propre maison, ma deuxième maison, celle que personne d'autre ne connaissait. L'air était plus frais que d'habitude. Les étoiles étaient éparpillées dans le ciel dans un silence qui ne me demandait rien. J'ai siroté du thé dans une tasse ébréchée et j'ai pensé aux portes qui s'ouvrent et se ferment tout au long d'une vie. Certaines claquent, d'autres dérivent jusqu'à être tranquillement oubliées.
Mais parfois, quelqu'un en laisse une ouverte, et on vous donne un aperçu d'un monde auquel vous n'appartenez plus. L'ancienne maison n'était plus la mienne. Pas légalement, pas émotionnellement. Elle était devenue une structure, une forme habitée par des étrangers qui ne connaissaient pas le son du rire de Mary, résonnant sur les murs de la cuisine, qui n'avaient jamais regardé le lever du soleil depuis les marches arrière en hiver, qui n'avaient jamais été dans la buanderie pendant un orage, écoutant le crépitement sur le toit comme des applaudissements lointains. Il se créerait de nouveaux souvenirs dans ces pièces, graverait de nouvelles rainures dans le plancher, se disputerait dans des coins différents, pleurerait sur des canapés inconnus. Et c'était ainsi que ça devait être. Pourtant, il y avait quelque chose de troublant à voir la porte d'entrée ouverte comme ça. L'ouverture semblait trop facile, comme si ce qui avait été si difficile à laisser derrière soi pouvait maintenant être pénétré sans résistance, comme si la maison nous avait simplement secoués et avait fait de la place pour la prochaine performance. Mais je me suis rappelé que les maisons oublient. Ce ne sont pas des musées, elles s'adaptent. Les murs absorbent de nouvelles histoires et les anciennes s'estompent comme du crayon sur du papier ensoleillé. Le lendemain matin, j'ai reçu une autre enveloppe. Celle-ci était plus épaisse, avec une écriture que je reconnaissais à peine. L'adresse de retour était griffonnée à la hâte dans l'écriture de Daniel. À l'intérieur se trouvait une courte lettre. Elle était polie, hésitante. Il a de nouveau mentionné la vente de la maison. Il a dit que les choses se mettaient enfin en place, qu'ils avaient emménagé temporairement chez le cousin de Jenna, que Molly s'adaptait au nouvel environnement. Il a ajouté qu'il était passé en voiture près de l'ancienne propriété et avait remarqué quelque chose encore non résolu. Je n'étais pas sûr de ce que cela signifiait. J'ai plié la lettre et je l'ai placée à côté de la première. Je suis resté longtemps à table ce jour-là. La lumière se déplaçait lentement à travers la pièce, déversant de l'or sur les carreaux du sol. Je n'ai pas bougé. J'ai laissé l'immobilité me couvrir comme une seconde peau. J'ai pensé à l'expression « porte ouverte » et à toutes les façons dont elle pouvait être interprétée. Invitation, transition, évasion, vulnérabilité. J'avais fermé tant de portes dans ma vie, certaines avec soin, d'autres avec force. Mais celle dont je me souvenais le plus était celle laissée ouverte juste assez longtemps pour que quelqu'un change d'avis. L'après-midi, je suis allé me promener, non pas vers l'ancien quartier, mais à travers les rues que je n'avais pas encore explorées. Je suis passé devant des terrains vagues, des rénovations à moitié terminées, des boutiques de coin que je n'avais jamais remarquées. J'ai marché jusqu'à ce que mes jambes se fatiguent et que le soleil baisse. Je suis rentré chez moi. J'ai déverrouillé ma porte et je suis entré dans l'odeur de calme et le poids de l'air qui n'avait pas été dérangé. La prochaine fois que je suis passé devant l'ancienne maison, la porte était fermée. Une couronne y avait été accrochée, verte, en plastique, hors saison. J'ai souri à l'absurdité de la chose. J'ai imaginé Mary rire du mauvais goût, me poussant à dire quelque chose d'intelligent. J'ai continué à marcher, les mains dans les poches, la tête baissée. Je n'avais pas besoin de regarder à nouveau. Cette porte n'était plus la mienne. De retour dans ma cuisine, j'ai ouvert la fenêtre. L'air sentait la terre et la pluie. J'ai préparé du café bien qu'il soit tard. Et je me suis assis dans la lueur d'une lampe dont l'ampoule avait commencé à vaciller. Je l'ai laissé vaciller, l'ai laissé lutter pour une lumière stable. Il y avait quelque chose d'honnête dans son effort. Certaines portes se ferment avec fracas, certaines avec un murmure, et certaines restent ouvertes juste assez longtemps pour que vous compreniez pourquoi vous êtes parti.
C'est arrivé un mardi après-midi, ce genre de journée de fin de printemps, où la lumière se posait juste comme il faut sur la cime des arbres, et où l'air portait cette faible odeur de poussière et d'herbe coupée. J'avais balayé le porche, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que le rythme du balai aidait à ancrer mes pensées. Les poils raclaient doucement les planches, ne remuant rien de plus que des feuilles séchées et l'insecte mort occasionnel. Je ne pensais à rien de particulier quand j'ai entendu le crissement de pneus sur le gravier. Le son était inhabituel dans cette partie du quartier. La plupart des maisons étaient espacées et la circulation s'aventurait rarement sans but. Je me suis arrêté avec le balai à la main, m'appuyant contre la balustrade alors qu'un SUV argenté s'arrêtait lentement au bord du trottoir. Ses vitres étaient teintées, mais la silhouette de 2 personnes à l'avant était indubitable. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas fait de signe de la main. Quand la porte s'est ouverte, Daniel est sorti. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, ou peut-être juste plus lourd de soucis. Sa veste était froissée, le col légèrement retourné comme s'il avait dormi dedans. Ses cheveux, toujours si soigneusement coiffés, semblaient maintenant fatigués de l'effort. Il est resté un moment près du véhicule, puis a marché lentement vers la maison. Derrière lui, Jenna est sortie aussi. Elle tenait ses bras croisés sur sa poitrine, des lunettes de soleil sur le nez, sa bouche une ligne droite et illisible. Ils se sont tous les deux arrêtés au pied des marches. Il n'y avait pas de scénario, pas de cadeau, pas de ligne préparée d'excuses ou de déviations, juste le silence. Je me tenais avec le balai toujours à la main, laissant l'air s'étirer entre nous. Le vent bougeait doucement à travers les branches, poussant les ombres comme de lentes vagues sur le sol du porche. Daniel s'est éclairci la gorge. Je n'ai pas répondu. Il a regardé Jenna, qui a fait un petit signe de tête négatif. Puis il a tourné ses yeux vers les miens et a dit mon nom. Il a parlé d'erreurs, de choses dites à la hâte, d'actions mal comprises. Il a mentionné le stress, le poids de la vente, le chaos qui a suivi mon départ. Il a utilisé des mots comme regret, clarté et aller de l'avant. Jenna est restée principalement silencieuse, les bras toujours étroitement enroulés autour d'elle comme une armure. Mais quand Daniel a fini, elle a ajouté quelques lignes, sur la famille, sur le temps, sur le fait de ne pas laisser les choses finir comme ça. Ils étaient prudents, mesurés, pas trop émotifs, pas exigeants, mais derrière leurs mots, je pouvais entendre le poids de quelque chose d'autre. Quelque chose qui pressait derrière eux, invisible mais insistant. Le genre de pression qui ne vient pas du cœur mais des conséquences. Financière, très probablement. Pratique. La prise de conscience que je n'étais pas aussi jetable qu'il l'avait cru. Ou peut-être la prise de conscience que j'étais parti, vraiment parti, et que je n'avais pas l'intention de revenir. Je n'ai pas répondu. J'ai descendu lentement les marches, suis passé devant eux deux et me suis dirigé vers la grille latérale qui menait au jardin. Je ne les ai pas invités à entrer. Je ne leur ai pas demandé de suivre. Mais ils l'ont fait. Le jardin avait changé depuis leur dernière visite. J'avais enlevé les mauvaises herbes, restructuré les parterres et planté des herbes qui me rappelaient la cuisine de Mary. Romarin, thym, sauge, l'air sentait la terre et les choses vertes. Le banc sous l'érable était l'endroit où je m'asseyais tous les après-midi maintenant, regardant la lumière filtrer à travers les feuilles. J'ai pris place sur le banc. Daniel est resté debout. Jenna est restée près du chemin, les bras enfin baissés mais sa posture toujours gardée. Ils attendaient que je dise quelque chose. J'ai regardé le jardin. J'ai pensé à toutes les choses que je pourrais dire.
les années que nous leur avions données, les pièces que nous avions construites, les sacrifices, la douceur qui est devenue cassante, les tables de dîner où la conversation est devenue correction, le lent glissement du respect vers quelque chose de transactionnel. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Je n'en avais pas besoin. J'ai montré du doigt le parterre le plus proche du porche. Daniel a suivi mon regard. Là, poussant régulièrement et verte, se trouvait une rangée de basilic. À la base de la rangée, j'avais placé un petit marqueur en bois, rien d'extraordinaire, juste une étiquette sculptée à la main avec le mot « Mary » gravé dessus. Sous la terre se trouvait la lettre qu'elle m'avait écrite, enterrée comme une racine. J'ai laissé le silence parler pour moi. Après une longue minute, Daniel a hoché la tête. Une fois, lentement. Puis il s'est retourné pour partir. Jenna a suivi, ils n'ont pas dit au revoir. Je les ai regardés retourner à la voiture, monter dedans et partir sans regarder en arrière. Le bruit du moteur s'est estompé rapidement, absorbé par les arbres. Le jardin était immobile. L'air était calme. Je me suis levé, je suis retourné sur le porche et j'ai appuyé le balai contre le mur. Puis je suis rentré. La bouilloire était encore chaude. J'ai versé une tasse et je l'ai portée à la fenêtre, où la lumière changeait de nouveau, dorée et basse. J'ai pris une gorgée, puis une autre, et puis j'ai fermé la porte. La journée a commencé comme toutes les autres de ces dernières semaines, avec la douce lueur du matin se déversant par la fenêtre de la cuisine et le tic-tac silencieux de l'horloge murale, devenu irrégulier mais jamais complètement arrêté. Je me suis réveillé avant l'alarme que je n'utilisais plus, laissant le silence des premières heures s'installer sur ma poitrine comme une deuxième couverture. Mes articulations me faisaient plus mal que d'habitude, mais pas en signe de protestation, plutôt comme un rappel. Une façon de dire « tu es toujours là ». J'ai suivi lentement ma routine. Les lattes du plancher du couloir gémissaient sous mes pas, familières et indulgentes. J'ai préparé mon café comme je l'avais toujours fait, avec la dernière cuillerée de marque de la boîte. Il faudrait la remplir, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne quitterai pas la maison. Le monde extérieur s'était calmé ces derniers temps. Le printemps s'adoucissait en un début d'été, et le quartier avait commencé à se taire comme seule la chaleur pouvait l'exiger. J'ai ouvert la fenêtre juste un peu, assez pour laisser l'odeur de la terre entrer. Terre chaude, jasmin en fleurs, une faible touche de pin. Le vent ne portait aucune voix, pas de chien qui aboie, pas de vélo qui crisse sur le trottoir. C'était comme si l'air lui-même avait accepté de rester immobile. Je n'ai pas parlé ce jour-là. Je n'avais rien à dire. Je n'ai pas allumé la radio, n'ai pas répondu au téléphone, n'ai pas fredonné les demi-mélodies qui remontaient parfois de ma mémoire. Il y avait un étrange réconfort dans l'absence de son, comme être submergé dans l'eau sans retenir sa respiration. J'ai traversé lentement la maison, passant la main le long du mur du couloir, laissant mes doigts s'accrocher aux petites imperfections de la peinture. Des éclats, des rayures, la légère déformation là où un meuble avait frotté trop longtemps au même endroit. La maison était assez vieille maintenant pour porter la mémoire dans ses os, et j'aimais me rappeler que même le plâtre et le bois se souvenaient où les gens avaient été. Dans le salon, je me suis assis dans mon fauteuil près de la fenêtre et j'ai regardé les ombres se déplacer sur le sol. Un oiseau s'est posé sur la balustrade juste à l'extérieur, à tête noire, prudent, curieux. Il a incliné la tête une fois, puis deux, comme s'il écoutait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Après quelques instants, il s'est envolé, et la balustrade a repris son rôle d'observateur silencieux.
Le carnet était ouvert sur la table à côté de moi, une page blanche attendant. Je n'ai rien écrit. J'ai tenu le stylo lâchement entre mes doigts, mais n'ai trouvé aucune urgence dans le geste. Il y aurait du temps pour écrire plus tard. Ou il n'y en aurait pas. L'une ou l'autre issue semblait acceptable. J'ai passé une partie de l'après-midi dans le jardin, non pas à y travailler, mais simplement à parcourir les sentiers que j'avais tracés avec le temps. Les herbes avaient bien poussé, débordant des parterres, parfumées et indisciplinées. Le buisson de romarin avait commencé à pencher vers l'ouest, attiré par le soleil plus lourd, et le thym rampait sur les pierres comme s'il avait quelque chose à murmurer au sol. Je me suis accroupi une fois pour passer mes doigts dans le basilic. L'odeur s'est épanouie instantanément, vive, douce, familière. Je n'en ai pas cueilli. Je l'ai laissé être. Une abeille bourdonnait paresseusement à proximité, trop somnolente pour piquer, plus intéressée par les fleurs que par moi. Je l'ai regardée dériver de feuille en feuille, ses ailes attrapant la lumière comme du verre. De retour à l'intérieur, j'ai préparé le déjeuner sans un bruit. Du pain, une pomme, un morceau de fromage à pâte dure que j'ai trouvé au fond du réfrigérateur. J'ai mangé à la table de la cuisine avec la fenêtre ouverte, la brise soulevant légèrement le bord de la nappe. Cela m'a rappelé quelque chose, une couverture de pique-nique, une journée au parc, le rire de Mary emporté par le vent. Le souvenir m'a traversé sans douleur. Ce n'était plus quelque chose à pleurer, juste quelque chose qui avait été. Je n'ai pas vérifié la boîte aux lettres. Je n'ai allumé aucune lumière. Je me suis déplacé seulement avec le soleil, passant d'une pièce à l'autre à mesure que les ombres suivaient. Je suis resté longtemps dans le couloir, fixant le petit cadre qui contenait une vieille photographie de nous, moi, Mary, Daniel enfant. Nous avions l'air jeunes, ou peut-être juste plus légers. Ce n'est pas de la tristesse que j'ai ressentie en la regardant. C'était de la distance, comme si je regardais le souvenir de quelqu'un d'autre, une scène d'un film que je connaissais par cœur, mais que je n'avais pas revu depuis des années. Quand le soleil a commencé à baisser, j'ai allumé la bougie sur le rebord de la fenêtre. La même que je brûlais depuis des jours, la laissant diminuer lentement. Elle dégageait une lueur douce et constante, juste assez pour empêcher la pièce de sombrer dans l'obscurité complète. Je me suis assis à côté, les mains jointes sur mes genoux, écoutant le calme qui ne venait pas de l'absence mais d'une immobilité méritée. J'ai pensé à tout le bruit qui avait autrefois rempli mes journées, les alarmes, les voix, le martèlement des clous, le choc des casseroles, les rires et les disputes, le cliquetis des clés jetées sur le comptoir, le claquement sec des portes qui se ferment. Ça ne me manquait pas. Je n'aspirais pas au retour du volume. Il y avait quelque chose de sacré dans le silence qui avait pris sa place. Le silence ne semblait pas vide. Il semblait complet. Il n'attendait rien. Il ne se préparait pas à être rompu. Il était, tout simplement. Quand je suis allé me coucher ce soir-là, j'ai laissé la fenêtre entr'ouverte, laissant l'air extérieur s'infiltrer et se mêler à l'obscurité. Je me suis allongé sur le dos, fixant le plafond, la lueur de la bougie vacillant contre la peinture. Les draps étaient en frais. L'oreiller sentait légèrement le cèdre. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté. Et la maison, pour une fois, a respiré avec moi. Je me suis réveillé juste après l'aube, avant que les oiseaux n'aient rassemblé l'énergie de chanter, avant que le monde ne se soit complètement souvenu de lui-même. La pièce était fraîche et remplie de cette douceur gris-bleu qui n'existait que pendant un court instant chaque matin, suspendue entre le poids de la nuit et le bruit du jour. Je n'ai pas bougé au début. Je suis resté immobile sous la couverture, les yeux ouverts, respirant lentement,
L'air avait le goût du jardin, terreux, humide, avec une trace de menthe des herbes près de la fenêtre. C'était calme. Non pas le silence de l'absence, mais le calme de l'équilibre. J'en étais venu à comprendre la différence. Il y avait eu des silences qui m'oppressaient, comme un brouillard, épais et retenant. Et il y avait ça, ce qui remplissait la pièce maintenant, un silence qui donnait de l'espace, pas du vide. Un silence qui respirait avec moi, pas contre moi. Quand je me suis finalement assis, je l'ai fait sans réfléchir, comme un arbre s'ajustant au vent. J'ai traversé la maison lentement. Il n'y avait aucune raison de se presser. La bouilloire sifflait toujours comme elle l'avait toujours fait, bien qu'un peu plus doucement maintenant, comme si elle aussi avait vieilli pour devenir quelque chose de plus doux. J'ai préparé du thé, non pas pour la vigilance, mais pour la chaleur. La première gorgée ne m'a pas traversé comme autrefois. Elle s'est attardée, enrobant ma gorge, m'ancrant dans le moment présent. J'ai ouvert la porte arrière et je suis sorti pieds nus. La pierre était fraîche sous mes pieds. Le jardin était devenu sauvage par endroits, mais pas d'une manière qui nécessitait une correction. Les plantes se penchaient les unes contre les autres comme de vieux amis qui ne se souciaient pas de la proximité. Les abeilles se déplaçaient parmi la lavande et le thym avec un but paresseux, et le vent jouait légèrement à travers les branches, touchant chaque feuille sans déranger l'ensemble. Je suis resté là, juste à respirer. J'avais lu quelque part, il y a longtemps, que le deuil vivait dans les poumons, qu'il changeait la forme de la respiration, la raccourcissait, rendait la poitrine oppressée. Cela avait du sens pour moi maintenant. Je me suis souvenu des mois après le diagnostic de Mary, quand chaque inspiration semblait avoir besoin d'une permission. L'année après sa mort, quand respirer semblait être quelque chose dont il fallait s'excuser. Même dans ces moments de calme, je n'avais jamais pu remplir complètement mes poumons. Mais maintenant, je le pouvais. J'ai inspiré jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal, je l'ai retenu puis je l'ai laissé partir lentement. Encore et encore. À chaque respiration, je sentais la forme de ma vie revenir. Non pas la vie que j'avais laissée derrière moi, mais celle pour laquelle je faisais tranquillement de la place. Elle n'était pas grandiose, elle n'était pas bruyante, mais elle était à moi. À l'intérieur, j'ai épousseté les étagères, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais sentir la courbe du bois sous mes mains. J'ai arrosé les plantes sur le rebord de la fenêtre. J'ai plié le linge qui avait séché pendant la nuit. J'ai essuyé le comptoir de la cuisine, m'arrêtant là où la lumière du matin attrapait les rayures de la surface, chacune un souvenir pressé en forme. J'ai pensé à Daniel, j'ai pensé à Jenna, non pas avec colère, non pas avec désir, mais avec cette sorte de distance tranquille qui laissait le souvenir être ce qu'il était, inchangé, non entretenu. Une photographie laissée dans un tiroir, n'ayant plus besoin d'être encadrée. Je les ai imaginés aller de l'avant, remodelant leur monde sans moi au centre. Je les ai imaginés expliquant mon absence en termes vagues, peut-être avec un haussement d'épaule, peut-être avec une phrase qui s'éteint. Ça ne me dérangeait pas. Les gens donnaient un sens aux choses comme ils le pouvaient. Ce n'était pas mon travail de les aider à comprendre les choix que j'avais faits. C'était seulement mon travail de vivre avec eux. Et je l'avais fait. Cet après-midi-là, j'ai marché plus loin que d'habitude. À travers les arbres, passé le ruisseau qui s'était asséché en un filet d'eau, et le long d'un champ où les oiseaux se rassemblaient dans les hautes herbes. Je n'ai rien emporté avec moi. Je n'ai pas porté de montre. Le temps passait en ombre et en température. Le soleil s'est levé derrière moi, est tombé devant moi, et quand je suis rentré, la lumière était devenue dorée
et épaisse, jetant sur la maison une douce brume. J'ai préparé le dîner sans réfléchir. Juste quelque chose du garde-manger. Assez pour remplir l'assiette. Pas assez pour faire du bruit. J'ai mangé avec la fenêtre ouverte, la bougie sur le rebord vacillant dans la brise. Quelque part au loin, des carillons éoliens sonnaient, pas les miens, mais ceux d'un voisin ou peut-être portés de plus loin. Je me suis assis sur le porche jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse complètement. Les étoiles sont apparues une par une, dispersées et imparfaites, comme tout ce qui comptait. Je me suis adossé, j'ai senti le bois de la chaise me soutenir, j'ai senti le poids de la journée se libérer de mes épaules. C'est alors, dans cette profonde immobilité, que j'ai réalisé quelque chose de simple et de vrai. Je n'attendais plus, pas la conclusion, pas le retour, pas même la paix. J'étais arrivé, non pas dans un lieu, mais dans un état, dans un savoir, dans une compréhension que rien de plus ne devait arriver pour que cette vie soit complète. Elle ne nécessitait ni applaudissements ni explications. Elle ne nécessitait le témoignage de personne d'autre. L'air a doucement caressé mon visage. J'ai inspiré. Et puis je suis resté immobile.